D'accord, bonsoir à tous. Je suis Fatem Zahra Mkhtari, élève ingénieur en première année, sciences de l'information géographique à l'école Hassani des travaux publics et parallèlement membre de cellule revue et formation au sein de Forum OHTP Entreprise. Vous êtes tous les bienvenus dans la deuxième masterclass qui sera organisée par Forum et qui sera animée et présentée par Monsieur Benani Samir. Alors, je cède la parole à Monsieur Benani. D'accord. Alors, à la barakatita, assalamu alaikum. Alors, bonsoir tout le monde. On est obligé de switcher vers le français. Je vous remercie. Je remercie le forum pour leur invitation. Bien sûr, moi, je ne refuse jamais les invitations des universités et écoles marocaines pour démystifier la blockchain. Alors, c'est un petit masterclass ou un webinaire qui va durer 45 minutes ou 1 heure. Je vais essayer juste de, comment dirais-je, de démystifier un tout petit peu cette notion de blockchain, parce que sachez que pendant les formations que je donne, il faudrait minimum 2 jours pour les participants pour commencer à comprendre de quoi on parle. J'insiste toujours sur le fait que d'abord, avant qu'elle ne soit une technologie, la blockchain, c'est d'abord un concept, c'est un concept philosophique. Donc, il faudrait comprendre les mécanismes, comment est-ce qu'on le pense avant de passer à l'application d'IALO. C'est un nouveau paradigme qui a changé beaucoup de choses qu'on va essayer de voir. Donc, je vais être très, très bref dans la plupart des 4 ou 5 notions que je vais introduire ce soir. D'accord? Vous aurez la possibilité de poser vos questions. Lalla Fatem Zahra, je pense que c'est elle qui va s'occuper de vos questions à la fin pour me les lire, mais en même temps, je pense que vous avez aussi la possibilité de lever la main pour poser votre question de vive voix. D'accord? Donc, je vais commencer par quelques généralités. Alors, pourquoi je commence toujours par les généralités? Parce que souvent, on a l'impression, et ça c'est dans tous les domaines, on a l'impression de comprendre un mot ou un concept, de bien le comprendre, mais en fait, je rencontre souvent des gens, par exemple, quand je parle de la monnaie, c'est quelque chose qu'on utilise chaque jour, mais quand vous posez la question de ce que c'est la monnaie, personne ne répond, ou bien vous avez une multitude de réponses, autant de réponses que de personnes. Donc, c'est une notion qui n'est pas très, très bien comprise. Et pourtant, c'est l'une des premières applications qu'on va voir de cette technologie blockchain. Alors, il y a quelques concepts qu'on va essayer de clarifier. La première chose, est-ce qu'on peut transférer de la valeur sur Internet? Alors, généralement, les séminaires que je donne, les conférences ou les formations, j'ai une interaction directe avec les participants. Donc, je pose ma question, je reçois quelques réponses, pas beaucoup, mais je voudrais que les gens participent. Mais bon, là, du moment que ce n'est pas possible, je sais qu'au fond de vous, la majorité va me dire oui, on peut transférer de la valeur sur Internet. En fait, non. Pourquoi? En fait, la question, elle est un peu biaisée, c'est-à-dire est-ce qu'on peut vraiment transférer de la valeur en peer-to-peer, c'est-à-dire sans passer par un tiers de confiance? La réponse est non, parce qu'à chaque fois que vous passez par Internet pour acheter quelque chose, vous êtes obligé de passer par un tiers de confiance qu'on appelle communément la banque. Donc, quand vous utilisez votre carte de débit ou de crédit, ce que vous faites, en fait, c'est que vous communiquez avec votre banque pour lui dire tel marchand ou e-marchand, je donne le OK pour vous lui viriez ce montant. Mais même la banque ne vire pas directement au marchand, elle le vire à la banque du marchand. Donc, vous voyez qu'il y a toujours cette notion de tiers de confiance. Autre chose, la valeur, pourquoi est-ce que Internet tel qu'il a été conçu le premier jour ne peut pas garder de la valeur? Supposons que vous avez un fichier qui vaut de la valeur. Vous pouvez à tout moment l'envoyer par mail, vous gardez une copie et celui qui va recevoir, il aura une autre copie. Donc, la notion de rareté, d'accord, disparaît parce que lui aussi, il peut l'envoyer ou là, vous pouvez l'envoyer à plusieurs personnes. Donc, c'est un fichier en fin de compte qui n'a plus de valeur. Et c'est la même chose, c'est pour ça qu'on ne peut pas envoyer des dirhams ou n'importe quelle devise mondiale directement à celui qui va le recevoir sans passer par un tiers de confiance. Par exemple, MoneyGram ou la Western Union ou
d'autres intermédiaires sont aussi des tiers de confiance. D'accord? Donc, cette notion est très, très importante. Dans l'état actuel des choses, avant l'avènement de cette notion, de ce concept de blockchain, on ne pouvait pas faire ça. D'accord? Alors, un tiers de confiance, c'est quoi un tiers de confiance? Comme j'ai dit tout à l'heure, je veux transacter avec vous, mais même si on est, bon, je ne parle pas de moi, mais vous avez des frères qui ne se font pas confiance pour faire des business entre eux. Ils sont obligés, par exemple, de passer par un notaire pour vendre une maison. D'accord? Et ils sont obligés de passer par une banque, et ainsi de suite. D'accord? Donc, cette notion est très, très importante. C'est comme si vous me dites, oui, quand on est dans un café, dans un mariage, ou la herse, ou la kada, tout le monde est gentil et tout, mais quand il s'agit de flous, hein, il faut toujours passer par… Donc, c'est ce tiers de confiance, depuis 300 ans, c'est la banque essentiellement qui tient ce rôle. On va voir après comment est-ce que cette notion de blockchain a changé tout ça. D'accord? Alors, la question de qu'est-ce que la monnaie? C'est dommage qu'il n'y a pas d'interaction, je n'ai pas d'interaction avec vous, mais la monnaie, c'est une notion qui est très, très difficile à première vue à définir. D'accord? Chacun va me dire une définition qui lui convient, mais sachez, juste pour le reste de ce webinaire, on va considérer la monnaie, mais c'est exactement plus ou moins ce qu'elle est, c'est un langage de communication. Vous allez me dire un langage de communication comme l'arabe, le français, l'anglais, non, mais c'est un langage de communication de valeur. D'accord? Retenez cette définition, on l'utilisera tout à l'heure. Alors, la cryptographie, je suppose que vous êtes dans une école d'ingénieur, vous avez passé des classes préparatoires, vous savez ce que c'est que la cryptographie, la notion de clé publique, clé privée. Alors, pourquoi j'en parle ici? Parce que c'est le socle principal sur lequel se base toute cette notion de blockchain, de Bitcoin, comme on va voir tout à l'heure. On va essayer d'expliquer ça d'une manière très, très brève, d'accord? Je vais en donner les deux principales utilisations pour que vous ayez une idée pourquoi elle est aussi importante. Alors maintenant, qu'est-ce qu'un système décentralisé et un système distribué? C'est quelque chose qui est très, très important à comprendre. Alors là, je la laisse ici parce que généralement, je devrais recevoir des réponses de vous, mais du moment que je ne peux pas, je passe directement au schéma. Alors, ici, vous avez trois schémas, trois topologies, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle, mais c'est des schémas qui ne concernent que la topologie, parce qu'on peut aussi parler d'un système centralisé, décentralisé ou distribué d'un point de vue politique, d'un point de vue logique et d'un point de vue topologique. Ce qu'on est en train de voir ici, c'est le point de vue topologique. Ici, dans le premier schéma, c'est ce qu'a l'être humain a fait depuis l'aube des temps. C'est-à-dire, on n'a jamais pu concevoir un système autre que centralisé. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un nœud principal qui prend les décisions. C'est facile à gérer parce que la décision est prise rapidement. Il s'agit, donc quand je dis une personne, c'est en fait une entité, mais généralement cette entité, à l'intérieur de cette entité, vous avez toujours à la fin une personne qui prend la décision, même si c'est un parlement, quoi que vous me dites, l'être humain n'a pas pu imaginer auparavant un système autre que centralisé pour la prise de décision. Premièrement, parce qu'une prise de décision dans un système autre que centralisé prend beaucoup de temps. Imaginez, vous êtes juste quelques personnes autour d'une table de café ou là dans une maison, vous voulez prendre une décision concernant un sujet, vous êtes 5-6 personnes. Imaginez le temps que ça va prendre pour que vous vous mettiez d'accord. Mais dans le business, dans les affaires, dans des décisions parfois autres que le business, par exemple dans des prises de décisions politiques, militaires et tout, il est très, très difficile de se mettre d'accord en quelques secondes pour prendre une décision. Alors, c'est pour ça que tous les systèmes que vous allez voir qui ont été créés par l'homme, quel que soit le système, est centralisé. Que ce soit au niveau politique dans un pays, vous avez toujours une hiérarchie, que ce soit dans les entreprises, que ce soit partout, partout, partout. Le fait de passer à un réseau décentralisé,
c'est ce qu'on va voir, c'est sur quoi est basée essentiellement la blockchain et surtout la blockchain Bitcoin. C'est parce qu'on a pu trouver un moyen de prendre la décision d'une manière unanime, généralement, où tous ceux qui prennent les décisions ne peuvent pas revenir sur leurs décisions, et c'est la bonne décision. Et c'est ça ce qui est très important. Parce que imaginez, vous voulez transférer de la valeur, comme on a dit tout à l'heure, on va parler des bitcoins, mais on va parler de la plupart des crypto-monnaies et des tokens surtout. Vous voulez passer de la valeur à une autre entité, on va dire une autre personne, d'accord? Qu'est-ce qui vous assure que vous allez être débité, c'est-à-dire qu'on va prendre ça de votre poche et on va le donner à l'autre. Quand vous avez par exemple 100 dirhams dans votre poche, vous vous séparez physiquement, d'accord? Quand vous l'enlevez de votre poche, vous achetez avec quelque chose, vous la donnez à l'autre personne qui va la recevoir physiquement. Et lui, bien sûr, soit il va vous rendre la monnaie, mais ça se passe physiquement. Quand c'est sur Internet, comment est-ce que je peux être sûr le fichier dont j'ai parlé tout à l'heure ne restera plus chez moi et comment il va passer chez l'autre? Donc, tout ça, on va en parler un tout petit peu en détail. Alors, la décentralisation ici, ça concerne la prise de décision. Donc là, vous avez topologiquement, c'est décentralisé. Par exemple, Bitcoin, la blockchain Bitcoin, elle est topologiquement décentralisée, politiquement décentralisée parce que la décision est prise par plusieurs nœuds principaux, mais logiquement, elle est centralisée parce que tous les ordinateurs et les serveurs et les pôles qui composent la blockchain Bitcoin sont considérés comme un ordinateur mondial. D'accord? Donc ça, c'est très important. Sachez aussi que quand on parle de décentralisation, c'est pour la prise de décision. Quand on parle de réseau distribué, c'est la data. Donc la data est distribuée, mais la décision est décentralisée. Si vous avez des questions, notez-les jusqu'à la fin, s'il vous plaît. C'est malheureux, mais bon, j'aurais aimé avoir vos questions au fur et à mesure, mais on ne peut pas. Tant que ce Covid est là. Alors, on va rentrer un peu dans le détail. Alors, la première chose qu'il faudrait savoir, que Bitcoin et blockchain sont deux choses totalement différentes. C'est comme si vous me dites Facebook et Internet. Non, Facebook ou Twitter ou n'importe quelle application Internet, ce n'est qu'une application d'Internet. Par analogie, blockchain, c'est Internet et Bitcoin, avec un B majuscule, qui est la blockchain, et Facebook. D'accord? Donc, c'est deux choses totalement différentes. Pourquoi je dis ça? C'est parce que ça concerne la légalisation, si vous voulez, d'un point de vue juridique. Parce que au début, je me rappelle, quand on essayait de s'adresser aux entreprises ou là, surtout aux administrations publiques pour dire, voilà, on peut utiliser la blockchain pour résoudre tel problème, on croyait que ça rentrait dans le cadre de l'illégalité. Mais en fait, non. D'accord? Tant qu'on ne parle pas de crypto-monnaie, on peut utiliser la blockchain comme on veut. Alors, juste quelques petites précisions, parce que ça, vous allez retrouver ça partout dans toute la littérature qui existe sur Internet concernant Bitcoin, parce que le premier jour, ça n'a pas été conçu dans ce sens où on a confondu la blockchain et la crypto-monnaie. Mais sachez que, d'une manière générale, tout le monde est d'accord pour dire que Bitcoin, quand ça s'écrit avec un B majuscule, on parle de l'open blockchain, parce qu'après, on va voir, parce qu'il y a une open blockchain et une closed blockchain. Blockchain, c'est-à-dire qui est open, avec les 6 attributs, et l'autre, on va essayer d'utiliser des blockchains privées. OK? Donc, avec un B majuscule, on parle de la blockchain Bitcoin. Avec un B minuscule, on parle de la crypto-monnaie qui est utilisée au sein de la blockchain Bitcoin. D'accord? Et la blockchain, dans tout ça, c'est la technologie sous-jacente. Alors, tout à l'heure, vous allez remarquer que je vais un peu me focuser sur la blockchain Bitcoin parce que c'est la mère de toutes les blockchains. Si on ne comprend pas comment marche la mère de toutes les blockchains, ça va être un peu difficile par la suite de comprendre le reste. Donc, c'est très, très important de savoir comment marche la blockchain Bitcoin. Alors, en résumé, attendez, je vais essayer de... Ah non, je ne peux pas modifier ça. OK. Donc, en résumé, Bitcoin avec un B majuscule, c'est un protocole. Excusez-moi. Comment on fait pour...
Alors, Bitcoin avec un P majuscule, c'est un protocole pour un réseau décentralisé peer-to-peer qui se base sur un consensus sans autorité centrale. Et ça, c'est très, très, très important. D'accord? Bitcoin avec un P minuscule, c'est la monnaie ou le token. En fait, le mot qu'il faudrait utiliser, c'est le token. On va voir pourquoi, si on veut être des puristes. Donc, c'est la monnaie ou le token, la monnaie émise comme récompense dans le processus du mécanisme de consensus proof of work. Donc, il y a un terme ici qui est nouveau, c'est le mécanisme de consensus. On va voir ce que c'est tout à l'heure, d'accord? Et pour ce qui est de la blockchain, j'ai expliqué plus ou moins ce que c'est, d'accord? Alors, un petit aperçu ici. Alors, excusez-moi, il y a cette fenêtre qui dérange un peu sûrement. C'est pour ça que je n'aime pas tout le temps avoir le... Non, je ne sais pas comment on enlève ça, ni comment le mettre en miniature. C'est pas grave. Alors, un petit historique de la blockchain. On a l'impression que c'est quelque chose qui est totalement nouvel. En fait, vous allez voir tout à l'heure, en 2008, ce Satoshi Nakamoto, ce qu'il a fait, ou là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'il avait toutes les technologies et techniques possibles. Lui, son génie, c'était de savoir comment les mettre ensemble en rajoutant une petite brique qui va résoudre en fait un gros problème. Mais tout ce qu'il va utiliser était déjà présent. Donc déjà, il y avait des tentatives en 1981. D'accord, vous pouvez lire, donc ce n'est pas la peine que je rentre dans le détail parce que je n'ai pas assez de temps. Il y a déjà presque 15 minutes qui se sont écoulées. 98, des tentatives qui ont marché plus ou moins pendant 1 an et demi, 2 ans, surtout concernant le Bitcoin, pour avoir une monnaie digitale. Alors, jusqu'en 2008, le 31-10-2008, il faut retenir ces dates, il y a eu la publication d'un white paper qui s'appelle le white paper Bitcoin. On va le voir tout à l'heure. La personne ou l'entité derrière ce Satoshi Nakamoto, on ne sait pas qui c'est, parce qu'après 2 ans, en 2011 à peu près, après le premier bloc Bitcoin, il a disparu de la circulation. On ne sait pas si c'est une personne, c'est un homme, une femme, c'est une entité, c'est un État, on ne sait pas. D'accord? Tout ce qu'on sait, c'est ce qu'il a laissé, comme qui nous a légué cette invention de génie. Bon, maintenant, je ne sais pas par la suite, est-ce qu'on va pouvoir la considérer comme cela ou pas, mais on verra. Donc, le premier bloc a été miné. On appelle ça le bloc Genesis. Genesis, ça veut dire c'est toujours le premier bloc d'une blockchain. On appelle ça un premier bloc, c'est le Genesis. Ça a été miné le 3 janvier 2009. On va voir tout à l'heure ce que c'est que miner. Juste à titre de comme humour, il y a quelqu'un qui a acheté deux pizzas à Papa John's en 2010, exactement le 22/5, à 10 000 BTC, ça veut dire 10 000 bitcoins. Sachant combien coûte le bitcoin aujourd'hui, c'est les deux pizzas les plus chères de l'histoire de l'humanité. D'accord? Alors, il y a eu un premier fork. On verra tout à l'heure ce que c'est qu'un fork qui s'appelle Litecoin. Coinbase, c'est l'une des plateformes une exchange la plus utilisée aujourd'hui. Elle est basée aux États-Unis. Ripple, alors Ripple, c'est une solution magique et magnifique qui est très, très utilisée aujourd'hui par la plupart des banques dans le monde. Je pense aussi au Maroc, il y a pas mal de banques qui commencent à l'utiliser. Alors Ripple, c'est un Western Union, mais sans payer pratiquement de frais et sans attendre. Alors, par exemple, on va prendre deux villes situées un peu plus dans le nord parce que vu les échanges monétaires sont plus, comment dirais-je, on permet plus d'échanges. On va supposer qu'un père qui est à Paris, qui veut envoyer de l'argent à son fils qui est à Sydney, dans l'état actuel des choses, pas maintenant, mais avant, il fallait minimum 3-4 jours. D'accord? Et il fallait payer le prix. Actuellement, avec Ripple, c'est instantané. Je dis bien instantané, même si géographiquement, on parle de deux entités qui sont, c'est-à-dire pas le même réseau bancaire ou le même le système bancaire, voilà.
et pratiquement, les frais sont pratiquement nuls. Et ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Posez vos questions si vous voulez rentrer le détail, comment marche ce Ripple, je vous l'expliquerai tout à l'heure. Alors, il y a cette notion de halving. Alors, halving de quoi? Halving, ça veut dire quoi? Ça veut dire diviser en deux. Sachez que dans le processus le mécanisme de consensus qu'on a abordé tout à l'heure, qui s'appelle le proof of work utilisé par Bitcoin, vous avez cet équilibre entre, il y a un problème mathématique, si vous voulez, ou informatique, et pour le résoudre, on demande à des gens de le résoudre, mais avec une incitation économique. C'est-à-dire que si vous résolvez ce problème, on vous paiera, mais on vous paiera vraiment beaucoup. Alors, ça a commencé avec 50 bitcoins au début, et chaque 4 ans, ou exactement chaque 210 000 blocs, d'accord, c'est divisé par 2. Maintenant, il y a un an, le reward, c'est-à-dire la récompense, était de 12,5, mais le Bitcoin valait entre 6 000, 7 000, 8 000 dollars jusqu'à 10 000. Vu le prix actuel, même si le halving a eu lieu en mai 2020, il est maintenant, le reward est à 6,5, mais quand vous le multipliez par 35 000 ou 36 000 dollars, c'est beaucoup plus que quand il était à 12,5. Vous voyez, donc c'est ce qu'on appelle la théorie des jeux, the game theory. D'accord? Quand je joue, est-ce que même si je gagne 6,25 maintenant, mais ces 6,25 valent beaucoup plus par rapport au dollar ou là, par rapport à n'importe quelle monnaie fiat que ce qu'il valait quand il était à 12,5 le reward ou là à 25 même. D'accord? Donc, je passe rapidement. Il y a eu la création de l'Ethereum, donc le white paper a été écrit en 2013. OK? Le bloc Genesis de Ethereum s'est fait en 2015. Il y a aussi le consortium R3 qui a été créé par 40 banques. Alors, tout à l'heure, vous avez compris bien sûr que le fait quand je dis que grâce à la blockchain, cet intermédiaire de confiance ou ce tiers de confiance a tendance à disparaître. C'est comme si je vous dis, ah, les banques vont disparaître, le notaire va disparaître. Tous ceux qui avant se faisaient payer parce qu'on leur faisait confiance, au début, on s'est dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les banques vont disparaître. Alors, imaginez les banques en 2014, c'est-à-dire 5 ans après ou un peu moins, se sont dit ensemble, on va se mettre, hein, quand les banques se mettent ensemble, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a un grand danger. On va se mettre ensemble, on va essayer d'utiliser les avantages de cette nouvelle technologie en enlevant ce qui ne nous intéresse pas. C'est exactement ce qu'ils ont fait. La première solution qu'ils ont mise en place, c'est Corda. Donc, c'est quelque chose qui leur sert pour leur marché bancaire et financier. Okay. Corda, ce n'est pas vraiment une blockchain, mais on communique sur le mot blockchain parce qu'il est vendeur. Mais Corda, c'est ce qu'on appelle un DLT, c'est-à-dire un registre distribué, mais qui permet aux banques de gagner beaucoup en temps et en frais. D'accord? Alors, je passe tout le reste. Vous pouvez lire et poser vos questions tout à l'heure parce que je n'ai pas assez de temps. D'accord? Alors, on va passer au fameux white paper de Satoshi Nakamoto. Vous pouvez le télécharger, il fait 9 pages. Il faudrait absolument le lire pour que vous ayez une idée sur comment le premier jour ça a été conçu. Bien entendu, comment on en parle dans ce white paper et comment il est aujourd'hui, il y a pas une très grande, mais une grande différence. La conception philosophique de la chose a plus ou moins changé. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il va y avoir des forks, c'est-à-dire des gens qui vont se dire, moi, je ne suis plus d'accord. Moi, je préfère avoir ma propre version. Ils vont créer une version, mais qui a le même historique que la blockchain mère qui est Bitcoin. Ils vont la renommer et travailler dessus. D'accord? Vous allez voir tout à l'heure le nombre de crypto-monnaies qui se sont forquées de la blockchain mère. Donc voilà, juste mettez Satoshi Nakamoto, Bitcoin sur Internet, vous allez pouvoir le télécharger. Alors là, une idée globale de la sphère
crypto-monnaie qui existe actuellement. Ça, c'est un screenshot hier soir. D'accord? Regardez un peu combien coûte un BTC maintenant. Moi, quand je vois ça, alors pourquoi je suis? Parce que imaginez que la première fois où j'ai rencontré le Bitcoin, c'était en 2011 de par mon activité. Parce que dans le temps, c'est-à-dire jusqu'à 2015-2016, je ne faisais que de la cybersécurité, exclusivement de la cybersécurité. 2011, je vois un peu cette notion de Bitcoin. Bon, au début, on n'est pas très, très intéressé. On y revient après 2-3 mois, mais après, ça y est. Alors, on voyait un peu combien ça valait. Au début, c'était quelques cents, après, c'était quelques dollars. Et quand vous voyez ça, vous vous dites, ben mon Dieu. Hein. Alors, je dirais les trois principales en termes de dominance sur la sphère crypto-monnaie. Vous avez Bitcoin avec pratiquement 70% de capitalisation. En deuxième lieu, vous avez l'Ether de Ethereum, d'accord? Et vous avez XRP. Alors, XRP, c'est la crypto-monnaie de Ripple. Et c'est grâce à cette crypto-monnaie Ripple ou à ce token qu'on arrive à faire des transferts d'argent instantanés. D'accord? Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, pour ceux qui veulent comprendre un peu plus, ils me verront savoir. Alors là, c'est un screenshot d'hier à 22h43 sur les principales nœuds. Alors, ça, ce que vous voyez ici, c'est des full nodes, mais c'est pratiquement 10% des full nodes qui sont visibles. Je nomme les full nodes, les mineurs. Elles ne sont pas toutes mineures, d'accord? Il y a une bonne partie sont mineures, mais le reste non. Et c'est des nodes qui ont des adresses IP visibles. Là, on en est à 11 642, d'accord? C'est des adresses IP qu'on arrive à voir. Mais le reste, là, vous savez très bien comment est-ce qu'on peut se cacher Internet sans être visible, d'accord? Donc, c'est une cartographie plus ou moins mondiale des différents nœuds qui existent. Là, vous avez par pays. À chaque fois quand je rentre, j'essaie de voir est-ce que le Maroc y est. Non, il n'y est pas. Donc, alors imaginez, en 9e position, vous avez la Chine de 132. Sachez que plus que 50% des mining pools, c'est-à-dire des fermes de minage dans le monde, sont en Chine. Alors que là, vous n'avez que 232. Ça vous montre ça prouve ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que normalement, légalement en Chine, le minage de Bitcoin est interdit. D'accord? Donc voilà un peu plus en détail les différentes sur les 11 000 OK. Alors ça, c'est la distribution de ce qu'on appelle le hash rate. Ça veut dire la puissance de calcul. On en reviendra tout à l'heure. Mais posez des questions. D'accord? Là, vous avez un snapshot, si j'ose dire, hein, instantané de ce que c'est qu'un bloc. Blockchain, ça veut dire chaîne de blocs. Ça veut dire c'est des blocs successifs. Un bloc, c'est ça. Toutes les informations que vous avez ici sont utilisées par le bloc et c'est ça ce qui permet d'avoir une capitalisation boursière, par exemple, pas boursière, mais une capitalisation de 673 milliards de dollars. D'accord? Ça marche depuis 12 ans. Sachez que de par mon métier, ou là, mon métier d'avant, que cette blockchain est attaquée chaque seconde, ok, parce que quand même, on parle de 673 milliards de dollars. Imaginez le jackpot pour celui qui arrive à y accéder. C'est très, très, très sécurisé. Et c'est pour ça que moi, à partir de 2015-2016, je me suis dit, la cybersécurité telle qu'elle est utilisée avant, ce n'est pas possible qu'elle continue comme ça. D'accord? Parce que je vous ai montré tout à l'heure, quand vous parlez de système décentralisé ou distribué, nous, on avait l'habitude, bien sûr, un serveur, quand il est au milieu, vous avez plusieurs cercles pour le protéger de firewall, de je ne sais quoi. D'accord? Là, cette notion centralisée
au milieu et je dois le protéger, tombe avec ça. La preuve, c'est que ça marche depuis 12 ans et personne n'arrive à l'attaquer. Alors maintenant, ce que vous entendez ou ce que vous lisez que telle blockchain a été piratée ou attaquée, par exemple, le fameux DAO d'Ethereum en juillet 2016, non. Il s'agit du smart contract qui est lié à la blockchain mère. Mais la blockchain mère elle-même, grâce à son mécanisme de consensus, n'a jamais pu être attaquée. D'accord? Notez ces petits mots, posez-moi vos questions tout à l'heure. Je ne peux pas parler de tout maintenant. Alors, ce que j'ai à dire ici, par exemple, le nombre de bitcoins en circulation est de 18 millions. Chaque 10 minutes, vous avez un bloc qui est créé et 6,25 bitcoins qui sont créés. Le but, c'est d'avoir 21 millions de bitcoins créés vers l'an 2140. D'accord? On est déjà à 18 601. Ça, c'est la difficulté. Alors, cette difficulté, comme vous voyez ici, est réajustée chaque 15 jours. Là, c'est après 7 jours. Alors, je vous explique ça tout de suite. C'est quoi cette difficulté? Ce Bitcoin, ça n'a rien à voir avec Ethereum ou les autres blockchains, par exemple privées ou la autre. Mais pour la blockchain Bitcoin, chaque 10 minutes, en moyenne, quand je dis en moyenne, ça peut être 8 minutes comme ça peut être 12, mais en moyenne, c'est 10 minutes. C'est une constante. Tout le reste est variable. D'accord? Parmi les variables qui existent, c'est cette difficulté. Alors, je vais essayer de donner un exemple pour que vous compreniez de quoi je parle. Supposons que vous êtes dans une salle et vous avez un grand sudoku. D'accord? Et vous avez 20 personnes. Les organisateurs font de telle sorte que les 20 personnes, c'est-à-dire que la salle, arrivent à résoudre le sudoku en 10 minutes. OK? On est bien d'accord. Supposons qu'à un certain moment, il y a 20 autres personnes qui rentrent. Ça veut dire que la capacité cérébrale de l'assistance a été multipliée par 2. Autrement dit, selon les algorithmes, ils vont pouvoir résoudre l'algorithme en 5 minutes au lieu de 10. Il n'y a pas de problème. Le système est fait de telle sorte que, comme j'ai dit ici, 7 days, et normalement c'est 15 jours, chaque 15 jours, il réajuste la difficulté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour ces personnes qui sont là maintenant, on est à 40. Ce que l'algorithme va faire, c'est un algorithme plus ou moins intelligent, il va doubler la difficulté du sudoku, de telle sorte que même si on a 40 personnes, le temps pour résoudre le sudoku reste toujours de 10 minutes. C'est exactement comme ça comment marche. Alors ça vous donne une idée sur quel que soit le nombre de nœuds qui rentrent ou qui sortent de l'ordinateur mondial Bitcoin, il ne tombe jamais en panne. Il suffit qu'il y ait 2 nœuds. Les nœuds, quand je dis 2 nœuds, ça peut être 2 serveurs, comme ça peut être 2 fermes de serveurs, comme ça peut être 2 ordinateurs portables. Ils marchent. Et quand je dis 2, comparé aux millions, d'accord, de serveurs et d'ordinateurs qui sont actuellement en activité. Donc, vous voyez un peu la capacité de ce serveur mondial, de cette blockchain Bitcoin, et vous voyez comment il est très, très difficile de l'attaquer. Bien sûr, vous allez me dire, il y a une attaque qu'on appelle l'attaque des 51%. Mais cette attaque des 51%, elle est trop mal, je dirais, expliquée. Posez vos questions, je pourrais l'expliquer parce que je n'ai pas beaucoup de temps, je suis déjà à 34 minutes. OK, donc je passe, si vous permettez. Alors déjà, une chose très importante, c'est que la blockchain Bitcoin est open source, c'est-à-dire n'importe qui peut l'utiliser. Bon, l'utiliser, c'est-à-dire la télécharger, l'adapter à ses besoins. Moi, mon histoire avec l'open source, elle date depuis vraiment le début avec M. Richard Stallman quand j'étais aux États-Unis. Donc, c'est toujours cette philosophie d'abord de liberté, de freedom avant d'arriver à la gratuité. Mais pourquoi j'ai mis ça? C'est juste pour vous dire que vous pouvez la télécharger, l'adapter à vos besoins et en créer quelque chose qui peut vous servir. Et c'est ça ce qu'ont fait les autres. Sachez que maintenant, il y a pratiquement, je pense, plus que 6 000 ou 7 000
crypto-monnaie sur Internet. D'accord? Mais le problème entre une crypto-monnaie et une autre, c'est le network effect, c'est-à-dire qui va l'utiliser. Alors, le hard fork et le soft fork, je ne rentre pas beaucoup dans le détail. Sachez plus ou moins que quand je parle de soft fork, ça veut dire qu'il y a une mise à jour l'algorithme et on donne aux utilisateurs de l'algorithme le temps de l'utiliser. D'accord? On n'est pas obligé. C'est-à-dire si vous ne mettez pas à jour, votre algorithme ne s'arrête pas. D'accord? Le hard fork, c'est quand il y a deux, comme ici, regardez ici, voilà le Bitcoin au début, d'accord? Et à plusieurs moments, il y a eu pas mal de forks qui se sont créés parce que soit on n'est pas d'accord sur les implémentations qui ont été faites, sur les bips qui ont été utilisés. D'accord? Donc, notez que c'est ça ce qu'on appelle un hard fork, mais c'est beaucoup plus, je dirais, plus compliqué que ça. Je passe. Alors, maintenant, le Lightning Network, pourquoi je l'ai mis ici? Juste pour vous expliquer une notion très importante. Bitcoin marche de la façon suivante. Je vais donner par un exemple, juste pour que vous compreniez. Supposez que vous avez un épicier et à chaque fois qu'il vend une baguette ou un litre de lait ou n'importe quoi, donc les quelques dirhams وتمشي نزلهم في لا بنك عاوتاني ترجع عاوتاني un autre client تيشري من عنده شي حاجه تيقبض داك الشيء تينزل. C'est exactement comment ça marche Bitcoin maintenant. C'est-à-dire que tout doit être comptabilisé في l'instant. Alors, ils se sont dit, OK, 10 minutes, on ne peut pas aller chez un marchand ou là chez un café ou on va faire un café, on va Bitcoin. Ce n'est pas possible d'attendre 10 minutes. Et encore plus, vous devez attendre en fait 1 heure parce qu'on vous dit qu'une transaction n'est définitive qu'après 6 blocs. D'accord? Donc, ce n'est pas possible. Ou là, ce n'est pas possible que vous achetiez chez Haja ou même un site e-commerce. Alors, ce qu'on s'est dit, on va créer ce qu'on appelle le layer 2. C'est un système layer 2. D'accord? Donc, l'approche Lightning Network Layer 2 suggère que les petites transactions quotidiennes ne doivent pas être stockées sur la blockchain principale, évitant la limitation de 7 transactions par seconde, qui est celle de Bitcoin. Ou là, un peu plus chez Ethereum. Mais Ethereum, une fois qu'il va passer à la version, l'autre version d'Ethereum 2, Serenity, ça va être un peu plus rapide. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On va essayer de faire ça avec une approche off-chain, c'est-à-dire comment les marchands marchent aujourd'hui. L'épicier, il vend, mais il garde tout dans sa caisse. À la fin d'une période, par exemple dans la journée ou là, après une semaine, entre débit, crédit, ce qu'il a fait comme activité, la banque. C'est exactement comme ça, si vous voulez, d'une manière très, 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 très simplifiée, comment marche Lightning Network. Il y a 2 nodes qui rentrent Lightning, Tinzlo, mais généralement, c'est le client qui dépose le nombre de bitcoins qu'il a à faire. Il fait ses transactions, pas nécessairement avec le marchand, ou le fournisseur, ou le client direct, mais même ceux qui sont indirects, qui sont reliés. Et c'est à la fin d'une certaine période qu'on ferme le channel, le canal, d'accord? Et on enregistre tout sur la blockchain mère, le Bitcoin. Je sais que je vais un peu trop vite, mais c'est juste une question de temps. Alors, la technologie Layer 2 permet des transactions pas chères et instantanées, et c'est très important, la question d'être instantanée. C'est la notion de scalabilité, d'accord? Parce que Bitcoin, la blockchain Bitcoin ou toutes les blockchains publiques, on a préféré la décentralisation ou la sécurité à la scalabilité. C'est ce qu'on appelle le trilemmda. Vous ne pouvez pas avoir les trois en même temps. En même temps, il faudrait choisir 2. Alors, la blockchain Bitcoin a choisi la décentralisation et la sécurité. La scalabilité, non. D'autres blockchains qui sont privés, d'accord, ils vont vous dire, OK, pas de décentralisation, mais sécurité maximale et scalabilité maximale, et ainsi de suite. D'accord? Donc, Lightning Network, c'est instantané, les transactions sont instantanées, elles ne sont pas chères et de toute taille. Elles peuvent s'adapter à des milliards d'utilisateurs. La technologie Layer 2 peut être appliquée à la plupart des blockchains existantes, c'est-à-dire que, pas nécessairement avec Bitcoin, moi je donne l'exemple Bitcoin parce qu'il est le plus connu, mais Lightning Network peut travailler avec la plupart des blockchains mères.
Ethereum, par exemple, ou la autre. La technologie Layer 2 permet un échange inter-blockchain et elle est opérationnelle. Alors, est-ce que je vais… Alors, le Lightning Network est un réseau peer-to-peer, permissionless, c'est-à-dire vous n'avez pas besoin de permission pour participer, composé de milliers de nœuds, ordinateurs, téléphones, sites web, système de points de vente qui peut effectuer un paiement Bitcoin. Bon, là, j'ai mis Bitcoin, mais comme j'ai dit, n'importe quelle crypto-monnaie, d'un nœud à n'importe quel autre nœud, en quelques secondes et avec des frais négligeables. Alors, cette notion d'instantanéité des transactions est très importante. Laissez-moi vous donner un petit exemple. Il y a la société qui porte le nom de la blockchain, IOTA. Ils sont en train d'imaginer un système où tous les participants ont ce qu'on appelle un portefeuille numérique, d'accord, et qui peuvent interagir entre eux sans intermédiaire, bien sûr, comme on a expliqué. Alors, imaginez quelqu'un qui a une voiture, quand vous la déposez dans un garage, c'est un actif qui dort. Alors, il vous dit, OK, la voiture vous dépose, et du moment qu'elle est reliée à une blockchain avec plusieurs intervenants, elle sait pertinemment, selon son algorithme, qu'il y a une personne qui voudrait aller à l'aéroport. OK? La voiture, bien sûr, elle n'a pas besoin de conducteur, comme ce qu'on voit maintenant avec les voitures Tesla ou la autre. Donc, elle va s'arrêter devant la personne qui veut aller à l'aéroport. Les deux portefeuilles communiquent entre eux. هذاك عارف شنو غيخلص والاخر عارف شنو غادي يدخل. تيطلع في الطوموبيل ولكن il est un peu pressé donc il clique sur un bouton. Donc, il demande à la voiture d'être plus rapide. La voiture, باش تخوالها الطريق. Tout ça, ils sont en train d'imaginer ça, à le mettre en place. Elle demande aux autres voitures du moment que ils sont connectés à la même blockchain, باش يخليوا لها الطريق تدوز, mais en la payant. Quand la voiture qui est devant, elle reçoit le paiement qui est instantané, elle passe à l'autre couloir pour laisser la khorij. Alors, imaginez tout un système qui est comme ça et dans tous les domaines. Je n'ai pas le temps pour parler de tout. D'accord? Alors, les nœuds s'organisent en un mesh, un maillage en formant des accords bipartites appelés payment channel sur la blockchain Bitcoin. Les nœuds qui sont connectés directement à distance par ce réseau de canaux peuvent échanger des paiements en acheminant les nœuds et les canaux qui les connectent. Alors, une idée de comment ça marche, voilà. Alors, chaque point, c'est un nœud. Chaque segment, c'est une channel entre deux nodes. D'accord? Maintenant, il se peut que la plupart des nodes peuvent être connectés indirectement à plusieurs autres nodes. Ça, c'est un petit exemple. Un autre exemple, comme je vous ai dit, chaque point est un node. Okay? Et c'est quelque chose qui est opérationnel. Alors, le halving, comme je vous ai dit tout à l'heure, je l'ai expliqué, chaque 210 000 blocs. Au début, en 2009, le 3 janvier 2009, quand il y a eu le premier bloc, le Genesis, le reward était de 50 BTC. Chaque 4 ans, ça a été divisé par 2. Donc, en 2012-2016, vous l'avez 25. 2016-2020, 12,5. À partir de 2020, on l'a 6,25. Et on va commencer à le diviser par 2 jusqu'au 2140 où il ne restera qu'un Satoshi. Alors, un Satoshi, pas un Satoshi, un BTC ou à 10 à la puissance 8 Satoshi. C'est-à-dire, c'est les centimes, si vous voulez, d'IL Bitcoin. Alors, juste quelques chiffres concernant le Bitcoin, on l'a vu tout à l'heure. On a une capitalisation de 664 milliards de dollars. Je ne sais pas si vous saisissez un peu le nombre. En 24 heures, il y a eu 66 milliards d'échanges. Et le nombre total de Bitcoin en circulation, et ça c'était hier, c'est-à-dire chaque 10 minutes, il faut rajouter 6,25 Bitcoin, comme on a dit tout à l'heure. Alors, d'une manière générale, qu'est-ce qu'une blockchain? Donc, c'est une technologie de stockage et de transmission d'informations à communes, sécurisée, transparente et fonctionnant sans organe central de contrôle. Par extension, une blockchain, littéralement une chaîne de blocs, désigne une base de données sécurisée et décentralisée, répliquée sur un très grand nombre de nœuds, parce que chaque nœud, le full node dont j'ai parlé tout à l'heure, télécharge pour
pour devenir full node, il faudrait qu'il télécharge toute la base de données qui est à peu près maintenant de 320-321 gigas. Maintenant, il se peut que vous ne vouliez pas télécharger les 320 gigas, mais vous devenez ce qu'on appelle un SPV, c'est-à-dire juste un client léger de paiement. Mais vous devez absolument faire confiance à un full node. Maintenant, si vous ne faites confiance à personne, vous voulez être votre propre banque, il faudrait télécharger les 320 gigas pour avoir la base de données, le bloc numéro 1 jusqu'à maintenant. D'accord? Alors, une blockchain peut donc être assimilée à un grand livre comptable transparent, pseudonyme et infalsifiable. Qu'est-ce qu'un bloc? Parce qu'on a des blockchains, c'est une chaîne de blocs. Donc, une blockchain est constituée par une multitude de blocs. C'est un regroupement de transactions marqué d'un horodotage très, très important et d'une empreinte digitale. L'empreinte digitale, il y a les radins chevaux tout à l'heure, du bloc précédent. Donc, l'entête de bloc est hachée pour produire une preuve de travail, validant ainsi les transactions. Les blocs valides sont ajoutés à la blockchain principale par consensus du réseau. D'accord? Je ne rentre pas dans les détails. Alors, clé privée, clé publique, adresse. D'une manière générale, une clé privée, j'ai ma clé privée. Alors, une clé privée, ce n'est pas quelque chose de très sorcier. Prenez une pièce de monnaie d'un dirham, d'accord? Jetez-la 256 fois. À chaque fois que vous avez pile noté 1, vous avez face noté 0. Après 256 fois, vous avez une clé privée. Donc, ce n'est pas quelque chose. Mais bon, là, elle est générée par un algorithme, et ainsi de suite. Une fois qu'on a cette clé privée, on la hache 2 fois, on a la clé publique. La clé publique, elle est hachée, on a l'adresse qui est utilisée. Alors, généralement, quand vous avez les deux principales utilisations des clés publiques, clés privées, supposons que j'ai un document et je voudrais être sûr que les gens aient Alfo Ramlandi, je le signe numériquement avec ma clé privée. Les autres, ils n'ont qu'à utiliser ou l'axe golo, supposons que je veux le crypter, donc je le crypte, les autres utilisent la clé privée que je mets à la disposition de tout le monde parce qu'elle est unique. On ne peut pas falsifier une clé publique parce qu'elle émane d'une clé privée. Et de l'autre côté, si je veux que quelqu'un d'autre reçoive le document, il veut être sûr que c'est moi qui l'ai envoyé, j'utilise sa clé privée pour le signer numériquement, ou quand il le reçoit, il applique sa clé privée. D'accord? Donc, grosso modo, c'est ça. OK? D'une manière générale, pour le Bitcoin, par exemple, HADA, tout le monde peut utiliser ici. L'adresse numéro 2 ou la clé privée ou le code PIN. J'espère expliquer. Je suis très, très gêné par la notion de temps. Alors, je ne rentre pas dans les détails. Là, dans un sens, c'est possible, dans l'autre, c'est impossible à partir d'une adresse de recouvrir, de trouver la clé publique. Et à partir de la clé publique, c'est impossible mathématiquement tant que l'algorithme, le chat de utiliser n'a pas été cassé. D'accord? Voilà, donc la même chose que je viens d'expliquer. Alors là, c'est une notion qui est très importante. Je vais quand même prendre le temps pour vous l'expliquer. Juste, je vais partager un autre écran pour vous l'expliquer. Voilà. Alors, le hash, c'est une notion qui est très, 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 très importante dans tout ce que vous allez voir dans la blockchain, même si vous êtes un PhD sur le blockchain, c'est quelque chose que vous devez absolument comprendre. شنو هو le hash? Le hash, c'est بحال هذيك فين تيطحنوا la viande hachée. D'accord? Au début, j'ai un morceau, je le hache, et à la fin, j'ai la viande hachée. Maintenant, je ne peux pas revenir. C'est exactement la même chose. Le but, alors regardez, imagine. Par exemple, je vous donne un A ici. Toute la chaîne en bas change. Il suffit que je rajoute une petite virgule et on dirait que j'ai, je ne sais pas, ça veut dire autrement dit, si je mets par exemple un ouvrage célèbre, par exemple, Crime et châtiment de Dostoïevski ou de Tukulluhna, je ne sais pas quelle page fait, il va me donner la même chose. Alors, l'utilité de tout ça, pourquoi je vous le donne, supposons que vous avez un contrat. L'exemple que j'ai donné tout à l'heure, un contrat sur PDF, et vous voulez l'envoyer à quelqu'un d'autre pour le signer. Et vous voulez être sûr que tout ce que vous allez à faire, par exemple, c'est de lui appliquer le H et la moindre petite virgule. J'avais une lettre,
je rajoute une virgule, ça change. Vous savez, dans le droit, dans le hada, les contrats, il suffit de déplacer une virgule, ou là, au lieu d'une virgule, mettez un point-virgule, vous déplacez la virgule, blassa. Tout le sens de la phrase change. C'est exactement la même chose. Donc, ça, cette notion est très, très importante. Alors, je reviens à mon écran. Le voilà. OK. Donc, je passe rapidement. Voilà. Donc, regardez ici le nombre de hada où ça change, alors qu'en fait, entre le ou la tania, on a juste changé de 0 à 1 ou de 1 à 2, ça change complètement. Alors, j'avais envie d'expliquer ça en détail, mais franchement, je n'ai plus le temps, je rentre. Je ne vais pas expliquer comment est-ce qu'on trouve le nonce, c'est quoi le nonce. Alors, voilà une chaîne une blockchain. C'est des blocs qui sont reliés entre eux, d'accord? Alors, il suffit que vous changiez n'importe quoi, comme j'ai dit tout à l'heure, une petite virgule, une transaction, le hash le bloc tout change et par conséquent, toute la blockchain est cassée parce que la chaîne qui est entre le bloc 64 ou 65 est cassée. C'est pour ça que vous comprenez maintenant pourquoi, au côté sécurité, c'est très, très, très difficile de changer quoi que ce soit sur une blockchain parce qu'il faut absolument qu'il y ait un consensus pour changer quoi que ce soit. Alors, d'une manière générale, voilà comment fonctionne une blockchain de l'étape 1 à l'étape 6. Je vous laisse le temps de regarder juste une minute. Je dois passer. Les bénéfices, j'en parle pas. Alors, sachez qu'il y a une blockchain publique et une blockchain privée. OK? Parce que voilà, la différence, je vais parler de deux grandes différences. C'est que la blockchain, les enregistrements sont stockés sur une base de données décentralisée, alors que la base de données sont centralisées. Mais la plus importante, c'est que la blockchain, vous n'avez le droit, je parle d'une blockchain publique, vous n'avez le droit que d'écriture et de lecture. Si elle est privée, généralement, vous n'avez le droit que de lecture. Mais je parle de blockchain publique, alors que la base de données, l'administrateur de la base de données peut écrire, lire, modifier et supprimer. Et c'est pour ça que cette notion de modification et de suppression est pratiquement inexistante dans une blockchain. OK? Alors, l'hydrogène distribué, je passe, parce que je voudrais parler un peu des mécanismes de consensus, parce qu'ils sont l'un des socles, les socles principaux d'une blockchain, c'est comment la décision est prise. D'accord? Et comment cette décision est prise par des gens ou des entités qui ne se connaissent pas, en l'occurrence les nœuds, qui ne se font pas confiance. Donc, en fin de compte, je n'ai plus besoin de cette notion de confiance pour traiter. D'accord? Comme vous avez vu, la blockchain Bitcoin, chaque jour, il y a des transactions de 66 milliards de dollars qui se fait entre des gens, des personnes, des entités, des nœuds qui ne se connaissent pas et qui ne se font pas confiance. Et pourtant, ça marche. C'est exactement le rôle d'un mécanisme de consensus. Les mécanismes de consensus, il y en a tellement, je ne rentre pas dans les détails. Le plus utilisé pour le moment, le plus utilisé, le plus connu, le plus célèbre, c'est le proof of work utilisé par Bitcoin et Ethereum. Mais à partir du 1er décembre 2020 et d'une manière progressive, Ethereum va utiliser ce qu'on appelle le proof of stake. Je ne rentre pas dans les détails de comment marche l'un et l'autre. Mais sachez qu'il y en a tellement. Je peux dire que chaque secteur d'activité essaie de créer pour lui-même son mécanisme de consensus qui va avec l'activité d'ILO. Alors, les smart contracts, pour résumer, c'est des programmes. J'ai demandé, on m'a dit que vous faisiez un peu de programme sur C ou C++ et Python. La différence entre un programme qu'on va appeler traditionnel, même s'il ne l'est pas, et un smart contract, c'est que les programmes tels qu'on les connaissait ne pouvaient pas faire transférer de la valeur au sein du programme. Le programme, il est fait de telle sorte qu'il donne des instructions, soit à la banque, soit à l'ERP ou au système bancaire qui va demander l'autorisation. Alors qu'un smart contract, il est habilité, hein, c'est inscrit dans le marbre. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas arrêter un programme smart contract. D'accord? Une fois qu'il est lancé, on doit lui donner le gaz nécessaire pour marcher. Sans le gaz, il va s'arrêter. Ou avec le gaz nécessaire, il est limité pour qu'il n'y ait pas de loupe.
Mais ce qui est important dans tout ça, c'est que le smart contract peut transférer de la valeur. Alors, l'exemple que je donne souvent sous forme de vidéo, c'est quand, par exemple, vous prenez l'avion et la compagnie vous dit, est-ce que vous voulez souscrire à une police d'assurance en cas de retard? Bon, généralement, les gens ne le font pas ou là, c'est inséré volontairement, même si on ne le veut pas, involontairement le prix. Parce qu'il faudrait prouver qu'il y a eu retard ou j'ai pas de l'orqa, alors que maintenant, AXA, j'ai entendu qu'ils ont arrêté le programme, a mis une application basée sur les smart contracts sur blockchain, où dès qu'il y a retard, le client, une fois qu'il arrive à destination, la rémunération d'ILO a été, son compte a été crédité. Il n'a pas besoin d'intervenir. Mais ça, c'est inscrit dans un smart contract. Donc, d'une manière générale, les smart contracts ou contrats intelligents sont des programmes informatiques irrévocables le plus souvent, déployés sur une blockchain qui exécute un ensemble d'instructions prédéfinies. Alors, je ne rentre pas dans les détails. Je n'ai pas assez de temps. OK. Donc, il y a Ethereum, comme j'ai dit tout à l'heure, Hyperledger qui ne demande pas de token pour être utilisé. Hyperledger, c'est comme une, comment dirais-je, une grande bibliothèque, pas une bibliothèque, mais il y a plusieurs types de programmes Hyperledger selon les secteurs d'activité. Vous pouvez les télécharger, ils sont gratuits, vous pouvez les adapter à vos besoins. Corda, il y a la version open source, mais il y a la version enterprise qui est payante et ainsi de suite. Et ils utilisent, bon, Hyperledger n'utilise pas le terme smart contract, c'est juste Ethereum. Bitcoin, c'est pas possible d'utiliser un smart contract avec Bitcoin, mais on est en train ils sont très, très, très avancés pour pouvoir permettre à un smart contract de communiquer avec Bitcoin, avec la blockchain Bitcoin, avec un P majuscule. Alors, je pense que c'est ce que j'avais à dire. Je vais passer à la tokenisation parce qu'elle est importante. Alors, la tokenisation, elle permet de créer la représentation numérique d'un actif, tangible ou intangible, avec exécution automatique des droits et restrictions attachées à celui-ci. Alors, sans rentrer trop dans les détails, la tokenisation vous permet de passer du monde physique au monde virtuel et inscrire un bien, par exemple, immeuble, un appartement, et vous pouvez le vendre, acheter et vendre les parts de cet appartement sous forme de token. Je dis un truc n'importe quoi, supposons que vous voulez acheter 1000 dirhams de la Joconde, ou là 1000 dirhams de l'Empire State Building à Manhattan, ou là n'importe quoi, c'est quelque chose avant qui était impossible, d'accord? Alors que maintenant, on peut tokeniser la Joconde, on peut tokeniser un immeuble, un appartement, n'importe quoi, et les tokens, ils vont être au nombre de 1 million, ou la 10 millions, ou la 10 000, ou la whatever. Vous leur donnez un prix et vous les mettez sur une blockchain. Et n'importe qui, il va espérer que ce prix va augmenter. C'est exactement ça, la tokenisation d'une manière générale. Je suis à 58 minutes. Je suis désolé pour les organisateurs. Normalement, c'était prévu 45, mais bon. Non, monsieur, pas de problème. Vous pouvez vraiment prendre le temps qui vous convient parce que le sujet est très intéressant. On est vraiment impressionné par ce sujet de blockchain. Merci. Alors, un token d'une manière générale ou un jeton, moi, j'utilise jamais le mot jeton parce que ça a une connotation qui est un peu négative. Alors, un token est un actif digital qui représente une certaine valeur, un pouvoir ou un droit dans un réseau. Ça, c'est très, très important, un des trois qualificatifs que j'ai mis ici. Alors, les tokens peuvent être transférables. Alors, imaginez par exemple, vous prenez l'avion souvent. Hein, je parle avant, pas maintenant. Et vous avez des miles. Hein, par exemple, Royal Air Maroc donne ce qu'on appelle des miles. Mais ces miles, soit, l'état actuel des choses avant, impossible de les, soit vous l'utilisez, soit timchoulk. Là, vous pouvez les tokeniser sur un marché des miles et les vendre contre des points fidèles à Maroc Telecom. Par exemple, بغيتي تاخذ الايفون 12 عندك 8000 points قال لك خصك 10000 points وانت عندك des miles.
Voyez un peu comment est-ce qu'on peut gérer tout ça. Imaginez tout ce qui vous tombe comme idée dans la tête peut être tokenisé et échangé dans un marché. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Tout ce que vous pouvez imaginer. Et ça peut aussi marcher dans tout ce qui est social, dans tout ce qui est économie verte ou économie bleue, et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais bon, on pourrait en discuter tout à l'heure. Alors, les tokens peuvent être transférables, échangeables d'un individu à un autre sans passer par un intermédiaire et en temps réel. Et il n'est pas possible de les dupliquer. Le problème du double spending, la double dépense, comme on a dit tout à l'heure, du fichier PDF que j'envoie, j'ai une copie ou la une copie, donc la rareté disparaît et par conséquent la valeur disparaît avec les tokens, parce que Bitcoin est un token, Ethereum est un token. Là, quand je me sépare de mon token, je m'en sépare physiquement entre guillemets, c'est-à-dire il n'est plus dans mon digital wallet. D'accord? Alors, les tokens permettent généralement de régir les relations entre les participants des réseaux. Alors, bien sûr, tout ça, bien sûr, grâce à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire la blockchain, les mécanismes de consensus et ainsi de suite. Donc, et plus particulièrement Ethereum, il est possible de créer des tokens pour tout type d'objets ou d'objectifs. Par exemple, il est possible de mettre des tokens qui procurent certains droits, comme un droit de vote ou un droit de propriété. L'utilité de chaque token est choisie et personnalisée par ses créateurs. Donc, ça dépend du smart contract que vous voulez utiliser. C'est là où vous allez inscrire en marbre le token que vous voulez utiliser. Bon, tout ça, on peut en parler tout à l'heure si vous voulez. Alors, c'est de là où sorti la token économie ou là ce qu'on appelle le tokenomics actuellement. C'est-à-dire sans se déplacer, sans quoi que ce soit, on peut créer des tokens de tout, mais pratiquement de tout. All right. Donc, je pense, alors, quelques use cases. Par exemple, les rewards, les هضرت لكم عليهم tout à l'heure. Les miles, c'est-à-dire que Emirates elle a créé une blockchain où les gens peuvent s'échanger les miles entre eux. BMW, alors cette notion de traçabilité aussi est très importante, chose qu'on ne pouvait pas faire avant. C'est-à-dire que si une pièce, qu'elle soit de la BMW ou de n'importe quoi, un code, vous pouvez la tracer là où elle est grâce à la blockchain. Et là, parce qu'on a cette notion d'immuabilité, comme je vous ai dit tout à l'heure. Je ne peux pas supprimer et je ne peux pas modifier. Donc, tout ce qui est inscrit reste là-bas. Comprenez ce que je veux dire? La même chose, Hyundai. Donc, j'ai mis des exemples pour vous ne croyez pas c'est quelque chose de théorique, non, non, ça marche, c'est opérationnel. Hein. J'ai mis des exemples ici parce que c'est quelque chose qu'on vit chaque jour. Bon, Amar, la même chose, elle est en train de tokeniser le real estate, c'est-à-dire tout ce qui est bien immobilier. Amar, elle a beaucoup de projets ici. Donc, la tokenisation, elle est comme elle est tout à l'heure. Alors, cette notion d'IL, les CV ou d'IL, les job seekers, j'en ai pas parlé. Alors, supposons que avant quand on présente un CV à un employeur, on lui dit, OK, on a telle école, telle université, j'ai tel master, tel je ne sais quoi, tel CADA. Généralement, 70 à 80% des employeurs, il ne va pas prendre le téléphone et appeler le MIT ou appeler Princeton ou là, je ne sais qui pour leur dire on lui fait confiance. D'accord? Maintenant, ce n'est plus possible. Pourquoi? Parce que, par exemple, le MIT, quand il vous donne votre diplôme, ce diplôme est inscrit sur une blockchain. Donc, il est pratiquement, moi j'utilise toujours le mot pratiquement, impossible de le falsifier ou là de prétendre avoir un diplôme qu'on n'est pas. Tout ce que l'employeur a à faire, c'est de scanner le QR code qui est le diplôme. Il a vert, ça veut dire là, effectivement, c'est rouge. Donc là, c'est exactement pourquoi j'ai mis ça, parce que maintenant, un CV, on peut le scanner
le QR code dialogue pour voir est-ce que toutes les informations les faits, même les employeurs d'avant, même les expériences, même les stages, même normalement l'école Hassaniya devrait maintenant les diplômés ديالكم كلهم dire un QR code et l'inscrire tout ça sur une blockchain. Ah, moi je vous dis mes diplômes pratiquement les 5 dernières ou 6 dernières années, كلهم inscrits dans une blockchain. Quelles que soient les certifications, les diplômes, les masters, tout les 5 dernières années inscrits. N'importe qui peut scanner ou là vous rentrez sur Internet. Tout ce que vous avez à faire, soit vous avez le code qu'on vous donne, soit vous scannez avec votre téléphone sur Internet et on vous donne l'information. Alors, ça, la même chose, on parle de credentials. La même chose, traçabilité le food. Donc, maintenant, c'est utilisé partout, que ce soit le brocoli, que ce soit la vanille, le café éthiopien, le café kényan. Tout, pratiquement, on peut tracer l'origine le produit. Effectivement, il vient de l'endroit où on prétend le germe. D'accord? Olive oil. Alors, imaginez, on est au Maroc parmi les grands producteurs, mais grands, meilleurs producteurs de olive oil et d'argan. On est censé être les premiers à utiliser ça. Il y a que vous êtes d'accord. Les diamants, traçabilité de n'importe quel diamant, est-ce qu'il est vrai ou pas vrai? Maintenant, c'est plus une question. Pour les femmes, Louis Vuitton, c'est la même chose maintenant. Il n'y a plus question qu'il suffit que quelqu'un scanne votre sac, donc avec la partie du QR code, maintenant, tous les sacs Louis Vuitton, on peut savoir ils sont vrais ou pas. Bon, la blockchain identité, ça c'est quelque chose qui va me demander une journée de faire. Comment l'identité maintenant est préservée grâce à la blockchain. D'accord? Là, je vous ai montré un petit exemple, juste pour que vous sachiez de quoi on parle. Vous avez le fermier et vous avez le supermarché. Toutes les étapes, les 12 minhom, le steak, le veau, sont inscrites ici. Il n'a pas besoin de reprendre la même chose. Tout ce qu'il a à voir, c'est vérifier l'information qui est là. Et du moment qu'il y a cette notion d'immuabilité, du moment que c'est impossible à modifier et à supprimer, il sait pertinemment que ça a été écrit par Hada. Donc, il n'y a pas de falsification. Et ça, il y a un temps incroyable qui est gagné. Alors, je vous donne un petit exemple pour finir. Avant, les transporteurs de médicaments avaient certaines consignes. Il faudrait que le réfrigérateur, le camion, il compte à telle température. Il faudrait que le numéro de l'eau soit bien enregistré pour qu'on sache Mninja et ainsi de suite. Avant, s'il y avait une panne de le réfrigérateur, disons de 30 minutes, je ne sais pas dire la société de transport parce qu'elle va devoir payer des fines, des frais, parce que ça, je ne sais pas, elle règle tout ça, la base de données, ce n'est pas enregistré, la même chef ou la même dirige. Maintenant, il y a un sensor, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que l'IoT, Internet of Things, ou avec le sensor, il est relié au thermomètre avec le réfrigérateur. Disons que chaque 5 secondes, il envoie la température. Le camion, il ne peut pas modifier ou faire quoi que ce soit. Et tout ce qui est inscrit sur la blockchain est inscrit, personne ne peut le changer, même si moule chibre est impossible. Donc, on sait pertinemment que ce lot de médicaments, entre telle heure et telle heure, la température est passée, par exemple, de 1 degré à 20 degrés. Donc, c'est un lot à jeter. Alors qu'avant, on ne peut pas savoir. Alors, imaginez tous les petits et grands problèmes que l'homme rencontre dans la vie de chaque jour peuvent être réglés de cette manière. Et là, vous pouvez écrire tout un livre là-dessus. Alors, je suis désolé, j'ai été un peu rapide dans pas mal de points. Je n'ai pas trop expliqué les choses. On passe à la partie questions-réponses et je vous remercie. Merci à vous, monsieur. Il y a plein de questions. Il y a monsieur Medmoun Wassim qui est avec nous, qui a peut-être des questions à vous poser. Allez-y. Wassim?
D'accord, alors je vais poser sa question. Pourquoi est-ce que la blockchain a connu un tel élan alors qu'Ethereum ne l'a pas connu? Qu'est-ce Alors que ça- que, alors que, Alors que Ethereum ne l'a pas connu? Qu'est-ce que fait de la technologie blockchain une technologie exceptionnelle? là, mais blockchain et Ethereum, c'est comme si vous me dites, vous comparez Internet et Facebook. Ethereum est une blockchain. Donc, c'est pas blockchain, c'est pas la blockchain qui a connu un tel. La blockchain, c'est la technologie utilisée par Bitcoin et Ethereum et par toutes les autres blockchains publiques ou Bons- privées. Bonsoir, monsieur Benet. C'est Bonsoir. Madmoun Ouessi. Oui, enchanté, c'est Parfait. Donc, ma question était pourquoi est-ce que Bitcoin Ah, est plus exceptionnel que Ethereum? là, il n'est pas exceptionnel. C'est juste deux, si vous voulez, deux mondes différents. Il faut très, très bien. Vous avez bien fait de poser la question, mais laquelle, c'est juste parce que la presse ne va pas parler de tout ce qui est programme informatique. Ethereum, ou l'Ether, il n'est pas fait comment dirais-je, je perds mes mots, pour faire des bénéfices. Bitcoin, c'est de la spéculation. Ethereum, Ether est utilisé pour faire marcher les smart contracts. Bitcoin, il n'y a pas de smart contract qui marche fort maintenant. Il n'est pas utilisé pour des programmes informatiques. D'accord? C'est de la spéculation. C'est une devise que les gens achètent, hein, pour gagner de l'argent. Ou là, il y a ceux qui l'utilisent pour les besoins. Par contre, Ethereum est une blockchain publique, d'accord, qui est utilisée par des applications, ce qu'on appelle les dApps, les applications décentralisées, qui, grâce au smart contract au milieu, vont communiquer avec cette blockchain et on va utiliser, les deux notions très importantes de la sécurité, de l'immuabilité. Et on va utiliser l'Ether, d'Yelhad Ethereum, blockchain Ethereum, pour, en tant que gaz, pour faire marcher ces smart contracts. Donc là, on est en train de comparer deux mondes qu'on ne peut pas comparer. Il ne faut pas comparer l'incomparable. Bitcoin, parce que la presse en parle, parce qu'il coûte 35 000 ou les 36 000 dollars, parce que, d'accord. Mais l'autre, il est purement technique et technologique et scientifique, si vous voulez. C'est-à-dire les gens ne s'intéressent pas beaucoup à tout ce qui... Mais la presse dit chaque jour. Mais vous, en tant qu'ingénieur, vous devez être plus intéressé par Ethereum, mais comprendre comment marche Bitcoin. Oui, parfait, je comprends. Merci beaucoup, monsieur Benet. Merci pour la question. Et par l'occasion, je voudrais même savoir si on peut s'attendre à l'adoption des smart contracts au Maroc dans le futur proche. Chouf. Parce que- Bon, vous étiez parce qu'on encore voit bien peut-être jeune dans ou les pays là. de Golfe. Oui, je Excusez-moi. sais. Ouais, Ah. exactement, voilà. Vous étiez peut-être pas encore né, mais au début des années 90, ou là, au milieu des années 90, on disait est-ce qu'au Maroc, il va y avoir مازال تنعقل Linux ديك الساعة, est-ce qu'il va y avoir du e-commerce? بغينا ولا كرهنا هادشي غادي يجي خصو يجي. Le problème n'est pas technique, le problème, et je pense, il n'est pas les ressources, il n'est pas تبارك الله عندنا ناس عندنا. Le problème, il est, je dirais, plus ou moins juridique. Parce que vous ne pouvez pas utiliser un smart contract au Maroc pour la simple raison. C'est-à-dire, techniquement, vous pouvez programmer, tout faire. Mais comment vous allez payer le gaz de l'Ether? Vous êtes obligé de, avec le gaz, avec l'Ether pour l'acheter, vous êtes obligé de passer par une monnaie fiat, qui en l'occurrence doit être le dirham. On ne peut pas aller prendre une. D'accord? Donc, un smart contract, tant qu'il n'a pas de gaz, les roues à l'Ether, vous ne pouvez pas l'utiliser. Vous comprenez ce que je veux dire? Exactement, Même si avec le gaz ou avec l'Ether ne va pas être utilisé en tant que, par exemple, crypto-monnaie qui va concurrencer la monnaie nationale et le dirham. Le vide juridique est là et vous ne pouvez pas. C'est-à-dire, tant qu'il y a un vide juridique, ça veut dire qu'il y a un risque. Mais tôt ou tard, alors on va l'utiliser. Moi, ce qui me gêne dans tout ça, c'est que plus ça le plus on va être dépassé. D'accord? Normalement, moi j'ai demandé, normalement, moi, vous savez, j'ai eu mon bac dans les années 80, on avait des ordinateurs qui font 50 kilos avec une disquette 5 pouces, un quart, il n'y avait pas de disque dur. Mais Ntouma,
نورمالمون هادشي كان خصكم تكونوا قريتوه وعرفتوه وكذا. انا نعيط لكم نقول لكم الله يخليكم فسروا لي. علاش ça devrait faire partie de votre programme, je le dis et je le répète. Hein? Je le dis et je le répète. Ça n'a rien à voir, mais vous n'êtes pas une école d'informatique. Je vous ai montré tout à l'heure, la blockchain est partout. Les doules, notaire, maître, ceux qu'on a acheté la blockchain. N'importe quel domaine, parce qu'elle va toucher partout. Et des petits pays comme Chypre, comme Malte, comme Gibraltar, comme Singapour, les ont adoptés au début et ça l'a vraiment, leur PIB fait quand même quelques points. Tout ça, je parle avant le Covid. Bon, après le Covid, il y a eu pas mal de choses qui ont changé. Mais parce que j'étais chez eux, je sais de quoi je parle, j'ai étudié chez eux. Et c'est en adoptant tout ça. Bon, maintenant, je fais confiance aux gens qui prennent ce genre de décision. Peut-être qu'il y a d'autres paramètres que nous ne savons pas. Ça j'en suis sûr. Mais j'espère qu'on va essayer d'adopter ça le plus tôt possible. Je vous écoute. Il y a d'autres questions? Smart contract. C'est quelqu'un qui n'a pas compris le smart contract. Ça a été coupé. Quelqu'un qui n'a pas compris les smart contracts? Oui. Je sais que je ne suis pas étonné. Les smart contracts, c'est des... vous savez, le mot smart contract, ils ne sont ni smart ni contract. C'est-à-dire contrat intelligent. Ils ne sont ni contrat ni intelligent. Un contrat, c'est quoi? Un contrat, c'est des phrases, c'est des clauses qui sont établies entre deux entités et les deux entités sont d'accord pour que ces clauses soient respectées lors de l'exécution de ce contrat. On a essayé un peu d'imaginer quelque chose. C'est Nick Szabo qui a j'en ai parlé tout à l'heure dans l'historique, c'est un très très grand cryptographe, très très connu, un adepte de tout ce qui est Unix et Linux. En fait, c'est des programmes informatiques sous forme de loi, si vous voulez. Du moment qu'ils sont irrévocables, bien sûr qu'ils ont beaucoup de problèmes. Sauf que la différence, comme j'ai dit tout à l'heure, entre un programme informatique avec des in et des out, hein, où il n'y a pas de notion de valeur, que ce soit le in ou le out. Avec le smart contract, pour la première fois, du moment qu'un smart contract arrive à communiquer avec une blockchain, les Smiths à Ethereum, d'accord, ça veut dire que je peux faire entrer de la valeur à cette blockchain et en faire sortir grâce à une DApp libre Melfort. C'est la DApp qui parle le langage humain, si vous voulez. C'est l'application que vous allez installer sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Et le smart contract, parce que je ne veux pas rentrer trop dans les détails, comment, qui fait, tout ce qui est important à savoir, c'est qu'il est irrévocable. Il permet de faire passer de la valeur. Hein, c'est quelque chose que j'utilise entre parenthèses juste pour que vous compreniez de quoi je parle. Mais pas plus. Il y a d'autres contrats qu'on appelle par exemple les contrats ricardiens, mais je ne veux pas rentrer dans ces détails. Les smart contracts, c'est un programme informatique, mais à qui vous pouvez donner de la valeur pour la faire passer à quelqu'un d'autre. Pas plus. Pour le moment. Oui. Monsieur, excusez-moi, est-ce qu'on peut changer les smart contracts? Est-ce que les smart contracts sont modifiables? Non. Une fois qu'ils sont démarrés, oui. on ne peut pas les arrêter. Tout ce qu'on peut faire pour les arrêter, c'est de ne plus leur donner de gaz, mais ils sont toujours la blockchain Ethereum, mais sauf qu'ils ne sont pas utilisés. On ne leur donne pas de gaz pour marcher. D'accord? C'est une voiture, est-ce qu'on peut la changer? Non. Ça fait l'essence, d'accord? Oui. Mais on ne peut pas le changer parce que si vous aviez à changer un smart contract, il n'est plus irrévocable. Donc, à tout moment, je peux. Là, si vous voulez, le smart contract, il est fait pour protéger le moins puissant. Ou par exemple, vous avez des contrats qui ne sont pas honorés. Alors, je pense que مثلا هنا ما كاين لا دعيني لا والو.
Du moment qu'il est d'accord au début, même s'il se fait avoir, attention, et c'est ça la question. Parce qu'il se peut que, par exemple, parfois, on ne comprend pas bien, le développeur n'a pas bien compris le contrat, la clause dialogue. Ça, c'est des trucs qui arrivent, hein, c'est normal. D'accord? Et il y a aussi la notion d'IL, est-ce que le code est bien fait? Quand je vous ai parlé tout à l'heure du DAO, c'est quand même, on parle de millions de dollars qui ont été piratés. Alors, pour une petite erreur, le code, une toute petite erreur. Alors qu'un autre programme informatique, quelques milliers de dollars, on va arrêter le truc. Là, Adam Hakim a arrêté le truc. Du moment qu'il y a de la valeur sous forme d'Ether, il a pu avoir les millions de dollars. Tout ce qu'on a pu faire, c'est revenir en arrière, hein, un voyage dans le passé, pour éliminer tous les blocs qui ont été constitués, surtout le bloc qui a la transaction où le pirate 12, les millions de dollars rasso, il a été annulé en quelque sorte, sauf 15% qui n'étaient pas d'accord, les puristes. C'est ce qu'on appelle maintenant Ethereum classique. Ou l'Ethereum l'autre, mais fiche avec la transaction, les millions de dollars d'IL de DAO. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'ils sont irrévocables. Parfait. Donc, ça permet d'éviter toute fraude et toutes les falsifications. Mais un outil très puissant. il faudrait que les deux parties qui signent l'eau, كيف تيقول كاين واحد لا لوا بون j'aime pas beaucoup mais تيقول لك القانون لا يحمي المغفلين ياك ولا nul n'est censé ignorer la loi. Il faut faire attention. Certainement, il va y avoir d'autres types de programmes à qui on donnera d'autres noms, d'accord? Mais pour le moment, on est au début, c'est ce qu'il y a. Sinon, monsieur, il y a une question, mais je crois que vous avez déjà répondu à cette question. Quels sont les domaines qui sont très touchés par la blockchain? Tous les domaines. Tous les domaines. Il y a aussi une question, jusqu'à quel point la blockchain a été développée au Maroc? Alors, au Maroc, je peux vous dire, l'information que j'ai à 100%, c'est avant mars 2020. Là, parce qu'il y avait pas mal de réunions qui ont été faites un peu partout avec la plupart des institutions, qu'elles soient privées, publiques. C'était au début, mais il y avait une dynamique. Alors, entre mars 2020, hein, surtout à partir du 15 ou là, du 16, voilà, vous comprenez pourquoi, jusqu'à maintenant, c'est comme si vous voulez, on est en train de redémarrer la machine, d'accord? Il y a pas mal de choses qui sont en train de... Parce que vraiment, après 10 mois, on est en train de... Mais beaucoup de choses, malheureusement, sont envahisseuses parce que c'est normal, ce n'est pas la priorité vu les problèmes. Chaque pays dans le monde a vécu durant la période de Covid-19. Tout à fait. Une dernière question, monsieur. L'adoption du système révolutionnaire de la blockchain est-elle vraiment faisable dans les années à venir, pour le cas du Maroc? Oui, bien sûr, parce qu'on a discuté avec ça, avec les administrations publiques, avec les responsables, de très hauts responsables. Tout le monde sait que la blockchain est une solution, d'accord? Elle ne va pas régler tous les problèmes du monde, d'accord? Mais elle va quand même permettre de résoudre pas mal de problèmes. Vous avez les banques marocaines sont totalement convaincues, d'accord? La plupart des entreprises, que ce soit dans l'agricole, on a vu tout à l'heure la traçabilité des produits. Les produits marocains agricoles sont très prisés dans le monde. Et d'autres pays que je ne nommerai pas, تيدير لك داك made in Morocco باش يبيع لك السلعه ديالو باسكو تيقول راه السلعه مغربيه tout ce qui est agricole. Eh bien, alors imaginez vous faites vous mettez en place un système de blockchain pour la traçabilité, que ce soit pour Zit Argan, que ce soit pour Zit L'Oud, que ce soit pour le Hawamed, que ce soit tout. D'accord? Les poissons, tout ce qui est sardine et tout, on peut tracer maintenant le saumon, par exemple, de Norvège, c'est le saumon alors c'est un saumon qui est tracé sur la blockchain. Dans tous les domaines, comme j'ai dit, dans tous les domaines, tout ce qu'il faut, le plus important, ce n'est pas commencer à parler de où est-ce qu'on va l'utiliser. Il faut digérer le concept. Et digérer le concept philosophique d'abord. À passer aux techniques. Parce que le technique, je dirais, une fois que vous digérez le concept philosophique, شنو هي هاد لا بلوكتشين هذيك؟ qu'est-ce qu'elle est venue? C'est-à-dire شنو جا دير؟
quand je comprends les trois réseaux que j'ai présentés tout à l'heure, c'est-à-dire d'un point de vue architectural, topologique, politique et logique, vous allez commencer, et ça c'est quelque chose que je dis tout le temps à mes étudiants ou aux gens qui participent à mes formations. Quand vous ne voyez pas des problèmes partout, c'est que vous n'avez pas encore compris la blockchain. Parce qu'une fois que vous avez la solution, tous les processus, quel que soit ton secteur d'activité, tu as un problème, parce que tu as la solution. Et c'est ça ce qui est magique avec cette notion de blockchain. Monsieur, excusez-moi, donc, pourquoi est-ce que les banques ne seront-elles pas contre la blockchain? Parce que on dit que la blockchain, ça permet la décentralisation, on parle du peer-to-peer, donc pas d'intermédiaire. Alors, Et donc, les banques seront parmi les premiers contre la blockchain. Oui, j'en ai parlé tout à l'heure. Vous savez, dans l'histoire de l'humanité, les gens intelligents et sages, Il part avec. Yak, vous êtes d'accord avec moi? Oui. الريح عاتية. هذه هي الكلمة العربية ياك؟ Oui. إلا وقفتي منها غتهرس. Par contre, إلا مشيتي معاها, tu vas gagner. Ils ont compris. Et je vous ai montré tout à l'heure l'historique. 2014, parmi ce qu'on appelle les early adopters, c'est-à-dire parmi les premiers qui ont compris le danger, mais en même temps l'utilité. Parce que qu'est-ce qu'ils ont fait, Houmaya? خلاو le mot blockchain, حيدوا منه ce qui ne les arrange pas. Ils l'ont utilisé. Et ça marche très très bien pour eux. La question, la compensation, par exemple, les chefs au Maghreb, ou n'importe quel pays. Avec la blockchain, tu n'as plus besoin. Parce que c'était une question de confiance entre banques. Ripple, c'est instantané parce que c'était une question de confiance. Donc, même les banques binômes, en utilisant, par exemple, le système Corda, ils gagnent un temps fou. Et les frais, on parle de milliards de dollars d'économie. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, le fait de l'utiliser, c'est-à-dire, autrement dit, c'est dommage que je ne rentre pas dans les détails. La blockchain, avec le système, le mécanisme de consensus proof of work, on gagne plus à être honnête qu'à être malhonnête. Vous savez, parfois, l'être humain est malhonnête parce qu'il va gagner plus. Il préfère donner de la malhonnêteté, c'est-à-dire il hayid l'honnêteté dialogue parce qu'il va gagner autre chose, que ce soit argent, que ce soit n'importe quoi. Avec les mécanismes de consensus, les canines d'abord, surtout le Bitcoin, on gagne plus en étant honnête qu'en étant malhonnête. En étant malhonnête, on va perdre beaucoup. On ne va rien gagner par rapport à ce qu'on a perdu. C'est exactement la même chose. Ils ont adopté Corda. Corda, Voltron, bzaf les systèmes qu'ils ont mis en place, que ce soit pour le crédit documentaire, les lettres de crédit, que ce soit pour tout ce qui est fonds de roulement. Plusieurs solutions par le R3, le consortium R3 qui est maintenant, où il a fait pratiquement 400 banques, ou 380 banques de par le monde, d'accord, qui utilisent le même système, c'est-à-dire c'est une blockchain dialhum privée, parce que quand tu me dis blockchain privée, c'est comme si je te dis le fait que tu me dises privé, ça veut dire ma blockchain, mais quand même ils l'utilisent. Le fait qu'il n'y a plus de décentralisation, qu'il n'y a plus de transparence, où tu es obligé, où l'identité est devenue ce qu'on appelle le KYC chez eux, alors que le Bitcoin, on ne te demande pas ce qu'on a. Donc, toute cette notion, il a le mot blockchain, ma blockchain. Et c'est pour ça qu'on a rajouté le mot open blockchain, pour dire que ça n'a rien à voir avec la blockchain utilisée par les banques. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. D'autres questions, Léla? Oui, monsieur, il y a une question qui vient d'être posée. Qu'est-ce que vous pensez du projet Libra de Facebook? Libra, ça n'a rien à voir avec le blockchain, ça n'a rien à voir avec crypto-monnaie. Selon moi, selon mon humble, d'accord. Libra, ça fait 2 ans qu'on n'en parle plus, d'accord. Le tour de table les 100 grandes sociétés, $1 million pour avoir les 1 milliard de dollars qui vont adosser la monnaie Libra.
Je pense parce que j'ai pas suivi ça, parce que il ne fait plus l'actualité, mais je pense que 60 ou 50% كلهم خرجوا, d'accord. Il y avait une pression, c'est vrai, de l'administration Trump. Je ne sais pas maintenant, après, comment les choses vont évoluer, mais moi, personnellement, je ne pense pas qu'on le laissera faire. Par contre, on pourrait parler d'une monnaie digitale des banques centrales. Ça, oui, ça, il y a beaucoup de travail qui est en train d'être fourni pour chaque banque centrale un peu par le monde. Mais Libra, c'est comme si vous me dites, vous créez une république avec 2 milliards ou 3 milliards de gens, c'est l'INFEA, la plus grande dans le monde. Elle a sa propre monnaie, son propre système de communication. Oui, ça fait l'INF. Donc, je pense que d'un point de vue politique, on ne laissera pas Facebook et compagnie ou ils diront une monnaie d'Iran, je pense. Mais ça reste à vérifier. Il est fort possible que je me trompe. Voilà, monsieur, je crois que c'était la dernière question. D'accord. Donc, pour les gens qui veulent me contacter, c'est sur LinkedIn, d'accord. Ils n'ont qu'à écrire Samir Benani comme ça, attaché. Ils peuvent me contacter à partir de là. OK? D'accord, monsieur. Je vous remercie énormément pour cette session de formation qui était très À très bientôt, Inch'Allah. Bon courage pour ce que vous faites et Inch'Allah, بالنجاح, Inch'Allah.